On va parler d'Alexandre Grothendieck. Pour beaucoup, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, esprit mathématique du XXe siècle. Sauf que, quand on plonge dans ses écrits personnels, on découvre quelqu'un de complètement différent. Un homme qui était à l'opposé de sa propre légende, en fait. Un homme qui cherchait une vérité presque insaisissable. Alors, imaginez un instant. Et si le plus grand architecte des maths modernes rejetait les fondations mêmes sur lesquelles il a bâti son œuvre? C'est ça le paradoxe qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Comment l'homme qui a érigé de véritables cathédrales de logique pouvait-il se méfier à ce point de leurs propres fondations? D'un côté, on a le mythe, l'image publique. Grothendieck, le maître absolu des axiomes, de la structure pure. Et de l'autre, ce que ces textes révèlent, c'est l'homme, un chercheur acharné, presque mystique, obsédé par une seule chose, qu'il appelait tout simplement la vérité. Pour bien comprendre le choc de cette découverte, il faut d'abord saisir le mythe. Dans le monde des mathématiques, Grothendieck était, et est encore, perçu comme l'incarnation même de la méthode axiomatique. En gros, dans cette vision des choses, les axiomes ne sont pas des vérités évidentes qui tombent du ciel. Non, ce sont des points de départ, des conventions qu'on choisit. La vérité devient donc relative à ces choix. Et logiquement, on s'attendait à ce que Grothendieck soit le champion absolu de cette approche. Mais voilà, c'est en analysant ces écrits non mathématiques, des textes comme Récolte et semaille ou La clé des songes, que tout a basculé. Ah, c'est tout. Une seule fois. Sur des milliers et des milliers de pages de réflexion, le mot axiome, qui est pourtant si central à son image, n'apparaît qu'une seule fois en lien avec les maths. Et encore, c'est pour critiquer. Et à côté de ça, le mot vérité, plus de 400 fois. Le déséquilibre est juste ahurissant. Ça montre bien où était sa véritable préoccupation. Il ne s'intéressait pas aux axiomes, il était obsédé par la vérité. Il critique un article qui présente les choses de façon, je cite, axiomatique, en disant que lui, il aurait préféré présenter le sens des choses. Le sens, pas la structure. Tout est dit. On a donc un homme qui rejette l'outil qu'on lui attribue pour se lancer corps et âme dans une quête très personnelle, très profonde de la vérité. C'est la question centrale, évidemment. Si ce n'est pas la vérité logique, celle qui découle des axiomes, alors c'est quoi? Et la réponse, vous allez voir, est aussi surprenante que le personnage lui-même. Et là, on tombe sur un autre paradoxe complètement fascinant. Cet homme, qui est célèbre pour ses définitions d'une précision chirurgicale, il refuse de définir le concept le plus important de toute sa vie. Et il nous explique pourquoi. Pour lui, la vérité, ce n'est pas un concept intellectuel qu'on peut disséquer et mettre dans une boîte. Non, c'est une réalité spirituelle, quelque chose qui se ressent, qui s'évoque. Sa vérité, ce n'est pas une affirmation figée, une proposition statique, c'est une relation dynamique, une expérience qui nous transforme. Il a même créé un concept pour ça qui est fondamental, l'état de vérité. Il ne s'agit pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on est. C'est un état de réceptivité totale, une sorte de préparation de l'esprit et de l'âme pour être changé par la connaissance qu'on va recevoir. Et cet état de vérité, il a des conséquences très concrètes. Les actions qu'on mène quand on est dans cet état sont fertiles, elles créent, elles donnent la vie. Toutes les autres actions, celles menées en dehors de cet état, ne sont que des actes stériles, du bruit, pour ne rien dire. Cette distinction est géniale pour comprendre sa pensée. Une information, c'est juste un fait, c'est extérieur à soi. Une connaissance, c'est une vérité qui entre en soi, qui nous pénètre et qui déclenche une métamorphose. D'accord, mais alors, comment on fait pour atteindre cet état de vérité? La réponse, c'est ce qu'il appelle le travail d'approfondissement. Pour l'expliquer, il utilise une métaphore vraiment puissante, celle de l'oignon. C'est un processus double. D'un côté, il y a une démarche active, on pénètre le sujet, on le creuse couche par couche, et de l'autre, il y a une démarche passive, on se laisse pénétrer par lui. Ça, c'est le premier mouvement. L'esprit est actif, il est tenace, il ronge, il avance avec une rigueur acharnée. C'est le travail, le labeur. Mais attention, le but, ce n'est pas juste de comprendre intellectuellement. Le véritable but, c'est une transformation personnelle radicale, une éblouissante métamorphose. Et voilà le second mouvement, le plus profond, le plus subtil. La psyché devient réceptive, elle s'ouvre. Et là, la chose qu'on étudie prend vie à l'intérieur de soi. La vérité n'est plus un objet extérieur, elle devient une présence vivante en nous. Toutes ces idées nous amènent finalement à une conclusion assez radicale sur qui était vraiment cet homme. Cette citation d'un autre grand mathématicien, Laurent Laforgue, résume tout à la perfection. Grothendieck se servait des maths comme d'un langage, un outil pour sa quête spirituelle, presque littéraire. Sa pensée était tellement différente, tellement à part, qu'on a l'impression qu'il venait d'ailleurs. Au fond, Grothendieck nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Et si le travail le plus important, ce n'était pas de construire des preuves logiques, mais de réussir à faire taire le bruit en nous, pour enfin être capable d'entendre ce que les choses, ce que le monde
essaye de nous dire.